Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Nous allons aujourd'hui parler de nos chers amis libertaires. Nous allons voir en quoi ces gens-là ont un sens de la liberté individuelle, de la liberté d'opinion, du pluralisme tout à fait exquis. On va voir en quoi ces gens-là qui nous parlent de rouge-brunisme, en quoi ces gens-là sont de grands démocrates pluralistes par leur définition même du rouge-brunisme. On va rire un peu parce que il faut rire de temps en temps, hein. Je vais vous lire un article d'un blog anarchiste qui s'appelle infolibertaire.net, infolibertaire.net, et on va voir la façon dont ils définissent le rouge-brunisme. Et vous allez voir, c'est un cas d'école de la pensée libérale libertaire, de la pensée social-démocrate libérale libertaire. Vous savez bien qu'en fait, entre le centre-gauche et l'ultra-gauche, gauchiste, eh bien, anticommuniste, cette gauche qui considère que les communistes sont des méchants staliniens, Nazbol, rouge-brun, tout ce que vous voulez, dès qu'il y a un communiste conséquent, l'anarchiste est là pour dire voilà, c'est un facho rouge, c'est un rouge-brun, en mettant dans le terme de rouge-brun beaucoup de choses. Mais on va voir comment fonctionne cette gauche du capital que sont les anarchistes, que sont les libertaires, comme ils aiment à se dire, hein, à se définir. Hein. Ils te parlent de liberté individuelle, comme les libéraux, par ailleurs. Bon, ils sont sûrement pour la liberté de consommer, de marchandiser tout et n'importe quoi, de libre-échange et libre-concurrence. En tout cas, ils ne le lisent pas comme ça, mais quand on regarde la façon dont ils évoquent le sujet, eh bien, ça fait pitié de voir que cette gauche, cette soi-disant extrême gauche, à quelle bassesse elle se vend au capital. Hein. Ces gens-là, hein, se prétendent anti-système, révolutionnaires, rebelles, mais il n'y a pas plus soumis et vendu au capital que ces gens-là. Je vais vous lire leur article, hein, pour qu'on voit ce qu'ils appellent rouge-brun. Hein. Et cet article s'intitule Rouge-brun, apprendre à les reconnaître, les dégager de nos luttes. Hein. Ça commence fort. Ça date du 18 février 2024, juste de l'année dernière. On va commencer. Tout d'abord, c'est quoi les rouges-bruns? On entend par là des groupes ou individus qui développent une rhétorique confuse, qui sème le trouble entre des positions de gauche et des positions réactionnaires, voire d'extrême droite. Les rouges-bruns finissent en théorie invariablement par basculer franchement à l'extrême droite. Tout d'abord, c'est quoi les rouges-bruns? On entend par là des groupes ou individus qui développent une rhétorique confuse, qui sème le trouble entre des positions de gauche et des positions réactionnaires, voire d'extrême droite. Les rouges-bruns finissent en théorie invariablement par basculer franchement à l'extrême droite. Ici, on va parler de groupes et personnalités qu'on voit passer de temps en temps ou qui occupent carrément l'avant-plan médiatique. À noter que sans faire de pureté militante, il est important de les dégager de nos luttes, car leurs positions sont antagonistes aux valeurs que nous défendons. Les partis. Le PCF, assurément un parti de social traître et réac. Le Parti communiste français n'en finit pas de nous décevoir alors même qu'on en attend absolument rien. Grâce à leur charismatique leader, entre parenthèses non, le PCF est devenu depuis quelques années une caricature de lui-même. Parti politique en déclin permanent, la campagne présidentielle de 2022 l'a plus ou moins ressuscité et avec lui les positions les plus confuses et réactionnaires. Si certaines diront que les sorties nationalistes de Roussel ne représentent pas tous les militants ES du parti, nous répondrons qu'au dernier congrès, le bonhomme a de nouveau été élu secrétaire général avec plus de 80% des voix. Il faut prendre ses responsabilités. Que ce soit leur soutien aux manifs de flics, la entre guillemets condamnation des violences commises par les entre guillemets casseurs, les propos sexistes, racistes, nationalistes, pro-viande ou anti-écologistes,
Roussel et consorts n'en finissent pas avec leur posture calquée sur l'extrême droite. Très régulièrement sur les réseaux, les militantes ES du parti alimentent une rhétorique entre guillemets souverainiste emplie de relents nationalistes. Le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, nous mène rien que par son nom vers tout un programme, sans être particulièrement actif. VS Yel ont développé une iconographie qui pollue facilement l'espace public. L'utilisation permanente du bleu, blanc, rouge ou de la Marianne sont des indicateurs de leur faferie sous-jacente. La base de leur projet politique repose sur un Frexit. Pas grand-chose à ajouter si ce n'est qu'on les croise de temps à autre en manif. L'OSRE, groupuscule obscur et sans véritable portée, l'Organisation socialiste révolutionnaire européenne représente une part minoritaire mais néanmoins existante de groupes profondément identitaires et nationalistes, mais se disant entre guillemets socialistes. L'utilisation de rhétorique d'extrême droite associée aux couleurs rouge et noir contribue à alimenter une confusion amenant irrémédiablement vers le fascisme. 2. Personnalités politiques. De nombreuses personnalités considérées comme de gauche ont depuis longtemps basculé vers l'extrême droite. C'est le cas de Dieudonné, Chouard ou Soral par exemple. D'autres entretiennent toujours une forte ambiguïté quant à une posture réactionnaire, voire fascisante. Bref, ce sont des personnes qui, par leur posture, entretiennent des discours propres à l'extrême droite. Jean Lassalle, personnage politique qui pourrait nous faire rire s'il n'était pas accusé par plusieurs femmes de viol ou d'agression sexuelle. Homophobe notoire, il se positionne contre le mariage pour tous et contre la PMA pour les couples lesbiens ou de femmes seules. En 2021, il se présente sur la liste du mouvement de la ruralité, mouvement de droite, traditionnaliste et conservateur. Il arrive malgré tout à entretenir une image d'homme de gauche auprès du grand public, image manifestement liée à son populisme archaïque. François Ruffin, qui outre sa passion pour les frontières, entretient une ligne confuse, voire entre parenthèses, voire franchement réac, sur les sensibilités LGBTQIA+, la police, le racisme, etc. Des sujets qu'il considère sociétaux. Entre guillemets sociétaux. Ce n'est pas un rouge-brun, mais une partie de son discours prête à confusion. Il applique des discours proches d'un Roussel en essayant de toucher les, entre guillemets, vrais gens du peuple. L'ensemble de ses positions sur les vaccins et la pandémie révèle des accointances complotistes. Juan Branco, très actif pendant le mouvement des Gilets jaunes, il a su entretenir une rhétorique pseudo-révolutionnaire confuse. Ces incohérences et imprécisions ont pu semer le doute et le complotisme chez des Gilets jaunes peu ou pas politisés. Jean-Claude Michéa est aussi de ceux qui ont pu tenir des propos confus durant le mouvement des Gilets jaunes. Euh, 3. Sur les réseaux. 3. Sur les réseaux. Il y a beaucoup à dire sur les influenceurs qui servent de monte-charge au fascisme. On voit des comptes d'apparence inoffensive prendre beaucoup de place dans la sphère numérique et on vous propose une liste non exhaustive de ceux qui nous marquent particulièrement. Le Canard réfractaire, depuis leur chaîne YouTube créée post-mouvement Gilets jaunes, ils alimentent une rhétorique qui se résume en gros à critiquer Macron et le « système ». Proche d'Étienne Chouard ou Franck Lepage, ils enchaînent les approximations idéologiques. Entre autres red flags, le Canard organisait en 2020 une conférence en ligne avec de nombreuses personnalités de la sphère confusionniste et complotiste d'Internet. Ventose et Tabibian, ils ont longtemps été des classiques du genre. Aujourd'hui cependant, leur appartenance à l'extrême droite ne fait plus aucun doute. Le qualificatif rouge-brun n'est donc plus d'actualité. Ils ont mis rouge entre parenthèses. Le qualificatif entre parenthèses rouge-brun n'est plus d'actualité. N'est donc plus d'actualité. Le qualificatif rouge-brun n'est donc plus d'actualité. Ventose et Tabibian, ils ont longtemps été des classiques du genre. Aujourd'hui cependant, leur appartenance à l'extrême droite ne fait plus aucun doute. Le qualificatif rouge-brun n'est donc plus d'actualité. Thinkerview,
la chaîne confusionniste animée par Bertrand Pillet, alias Sky, a séduit à gauche pendant un moment. Aujourd'hui, et après le passage notamment de Zemmour ou Marion Maréchal sur leur chaîne, il est difficile de continuer à leur donner le moindre crédit. La gauche no cap dans sa globalité, il s'agit d'influenceurs qui estiment qu'en adoptant des termes et des questions liées à l'extrême droite, il est possible de parler au public des chaînes ou comptes d'extrême droite pour les entre guillemets ramener à gauche. Ils invitent donc des néo-nazis, des antisémites ou autres fascistes pour discuter avec. D'autres vidéastes ou personnalités entretiennent des positions antagonistes aux valeurs du camp progressiste et pourraient être cités, mais le but ici est plus de donner des indications pour repérer les rouges-bruns et non de faire une liste exhaustive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte à la con, en fait? Parce que là, il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà, le terme rouge-brun, ces gens-là nous parlent de valeurs, ils nous parlent de camp progressiste, et c'est extrêmement flou. C'est extrêmement flou, ils ont une approche idéaliste. Il faut comprendre que la source pour définir des rouges-blancs, c'est infolibertaire.net, donc c'est une source qui idéologiquement est complètement merdique. Alors apparemment ça vient d'un truc qui s'appelle Journal de la Rupture, mais bon, enfin c'est le même truc, c'est des anards à la con. Hein, c'est quand vous avez ce genre de truc, quand vous avez des anards à la con, hein, vous n'avez pas forcément le discours le plus sérieux du monde. Alors, le PCF nationaliste et souverainiste aujourd'hui. Attends, j'apprends quelque chose. Hein, parce que, outre le fait qu'ils nous mettent de l'écriture inclusive et que c'est absolument lisible dans ce texte, hein, le nationalisme du PCF et le souverainisme du PCF, je ne le vois pas. Franchement, le PCF est un parti, alors qu'il soit social traître, le PCF, ça c'est vrai. Mais ils sont social traître parce que justement, ils ne sont pas souverainistes. Ils sont européistes majoritaires. Il n'y a pas une ligne qui vous dit qu'on va sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas une ligne. Vous parlez à des militants du PCF de est-ce qu'on va sortir ou non de l'Union européenne? Eh bien, ils ont soit certains vous disent qu'ils sont pour sortir de l'Union européenne, certains vous disent qu'ils vont réformer l'Union européenne. On ne sait pas comment. D'autres voudraient en sortir, mais ils sont minoritaires. Hein, on peut penser à la tendance d'Emmanuel Danctron. Hein, d'ailleurs, je pense pas qu'on pourrait accuser de racisme un mec comme Emmanuel Danctron qui est vietnamien par ailleurs. Voilà, c'est peut-être pas aussi le sujet. Les sorties nationalistes de Roussel, ça j'ai du mal à voir ce que c'est. Alors, ils enchaînent sur le soutien aux manifs de flics, la condamnation des violences commises par les casseurs. Là, pour le coup, condamner les violences des casseurs, c'est juste d'un point de vue communiste, en fait. Le PCF n'est pas communiste, le PCF est vaguement social-libéral. C'est un parti qui est un parti de centre-gauche, ou voire même de droite libérale, hein, aujourd'hui. C'est malheureux, mais plutôt que de voir des nazis, comme le fait le truc info-libertaire, il faut voir des libéraux, des sociotraîtres. Parmi les nazis, il y a les anti-rousselliens qui sont dans une approche. Certains anti-rousselliens, je parle pas. Parce que dans l'anti-roussellien, vous pouvez avoir un mec de gauche à l'ancienne qui va justement critiquer ces anards à la noix. Et vous pouvez aussi avoir un anard à la noix qui trouve que c'est méchant de manger de la viande. Ou ce genre de conneries, en fait. Alors oui, le PCF n'est pas anard. Enfin, vous voulez avoir un parti qui soit anti-flic. Normalement, quand tu es communiste, tu te rends compte que ce qu'on appelle le lumpenprolétariat est là est au service de la bourgeoisie pour désorganiser la lutte des classes. Et donc, quand tu condamnes les lumpen, les voyous, tu te mets du côté du prolétariat dans les faits.
Et quand tu condamnes les casseurs, tu te mets du côté du prolétariat, parce que le lumpen prolétariat, eh bien, est un agent de désorganisation. C'est la partie du prolétariat qui n'est pas capable d'avoir une conscience de classe, le lumpen prolétariat. Donc, ça fait partie des voyous et des délinquants. Dans la... C'est la couche du prolétariat composée de voyous et de délinquants. Bon, il y a aussi les précaires, mais ça, c'est encore autre chose qui sont rien à voir avec les voyous, quoique dans certaines circonstances, ben, il puisse y avoir des gens qui, étant dans la précarité, deviennent voyous parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. En quoi, attends, position pro-viande et anti-écologie. J'ai l'impression, les propos sexistes, racistes, nationalistes, pro-viande ou anti-écologistes, j'ai l'impression qu'ils aiment enfiler les perles. T'es quelque chose en phobe. Homophobe, islamophobe, transphobe, truc-en-phobe, xénophobe, machin truc, et que tout ce qui est en phobe, en iste, méchant, nos amis bobos libertaires aiment les enchaîner. Tout ce qui fait peur, hein, pour eux. Par ailleurs, bon, islamophobe et LGBTQIophobe, machin truc, je suis désolé, vouloir mettre les deux termes à côté, vous passez pour des cons quand vous faites ça. Précisément parce que l'islam, comme le christianisme, est pas forcément très gay-friendly. Alors, propos sexistes. Est-ce qu'il y a des propos sexistes chez Roussel? J'ai pas l'impression, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit un mec déconstruit, mais j'ai pas l'impression qu'il est sexiste. D'ailleurs, bon, c'est un mec déconstruit, c'est juste un mec qui a été torturé qui est détruit en fait psychologiquement. Enfin, j'ai plutôt l'impression ce qu'ils appellent un mec déconstruit, ou un mec qui est un peu efféminé. Bah, selon leur standard un peu bizarre, on voit pas trop ce qu'ils appellent un mec déconstruit. Et puisqu'en fait, facilement, selon nos amis, ils ont tendance à mélanger un peu tout. Donc en fait, dès que vous n'êtes pas un ultra-féministe caricatural, vous êtes sexiste. Dès que vous n'êtes pas dans l'approche de l'antiracisme à l'américaine, c'est-à-dire un racisme communautariste ultra-paternaliste, ou oui, du communautarisme ou du paternalisme qui se prétend antiraciste, eh bien, vous êtes un raciste. Parce que pour eux, pour être antiraciste, il faudrait reconnaître l'existence de races qu'ils appelleraient race sociale pour pouvoir conceptualiser le racisme systémique afin de lutter contre le racisme systémique. Ça devient complexe. Hein, voilà. Nationaliste, donc le fait de concevoir qu'il y ait une nation, j'imagine que pour eux c'est du nationalisme et c'est très méchant. Ah oui, j'imagine qu'aussi être contre l'immigration, que ça soit Jaurès, Marchais ou Marx, c'est du méchant nationalisme raciste patriarcal. Oui, j'ajoute patriarcal parce que ils sont assez étonnés de voir que parmi les populations d'origine étrangère, il y a des gens qui ne sont pas forcément gay-friendly ou féministes déconstruits, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de tout. En très progressiste ou en très conservateur, parfois en très conservateur, parce que les mœurs dans d'autres pays, certains mœurs sont, disons, pas les mêmes. Vous allez dans des pays du monde arabo-musulman, vous n'allez pas avoir les mœurs woke progressistes à l'occidentale ou à l'européenne ou à l'américaine. Pour le pire comme le meilleur, en fait. Hein. Mais vous n'allez pas voir ce genre de mentalité-là. Je sais pas quelle image ils se font des pays étrangers, les mecs qui se prétendent internationalistes et qui par anti-nationalisme et qui sont dans un sans frontiérisme, dans un cosmopolitisme qui est au final une ignorance totale de ce qui se fait dans d'autres pays en fait. Voilà. Pro-viande, alors oui, c'est-à-dire que moi je suis pro-viande par exemple. Euh, j'ai cru comprendre que pour ces gens-là, certains de nos amis-là, certains de nos amis bobos libertaires, pour être pro-viande, c'était sexiste et raciste. Bon, alors, sexiste, il y a des femmes qui bouffent de la viande. Raciste, il y a pas mal de pays dans lesquels on bouffe pas mal de viande.
pays qui sont, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, il me semble qu'on mange de la viande, que ce soit en Italie, en Grèce, en Allemagne, en Angleterre, que sais-je encore, en Europe, ou en Afrique où on mange de la viande, ou en Asie aussi, ou dans le monde arabo-musulman aussi, on mange de la viande. Alors on mange pas de porc dans le monde arabo-musulman, on mange peut-être pas de porc, mais on mange de la viande, on mange du poulet. Donc dire que le monde arabo-musulman serait vegan, par exemple, ou que l'Afrique serait végane, qui en plus est un très vaste espace géographique, que le monde latino-américain serait vegan, que le monde... que c'est très bizarre en fait. Ils veulent généraliser un discours vegan en le liant au racisme et au sexisme, si j'ai bien compris, enfin, parce que dans leur logique à eux. Anti-écologiste. Alors le PCF est anti-écolo. Ils nous rabâchent l'humain à la planète avec des slogans naïfs. Ils sont pas anti-écolo, ils sont plutôt dans un bobobéisme écolo. Et bon, je dirais qu'ils ne sont pas anti-écolo, mais qu'ils sont écolo, qui sont un sentiment écolo naïf. Là où justement, contrairement à nos anards déconstruits, si on veut vraiment faire une politique écolo, eh bien, elle passe par ce qu'ils appelleraient du nationalisme ou du souverainisme. Parce que oui, pour être écolo, il faut relocaliser la production, et donc ça exige des frontières et des nations. Hein, pour pouvoir relocaliser, pour éviter d'aller chercher en Chine ou en Amérique ce que vous pouvez produire en France, par exemple. Pas parce que la France, nous sommes les meilleurs du monde, mais simplement parce que le coût du transport, en fait, le coût carbone du transport par bateau, c'est un coût écologique. Ah, voilà. Voilà, enfin, voilà. Et oui, par exemple, question écolo, c'est mieux de produire du bœuf français que d'aller importer du bœuf canadien, par exemple. Ou c'est mieux de manger des lentilles du Puy-en-Velay que d'aller chercher du quinoa au fin fond du Brésil au risque de la déforestation. Donc oui, il faut du local, il faut du national si tu veux faire de l'écologie. Le PRCF. Alors, concrètement, le PRCF, c'est l'un des rares partis d'extrême gauche à être relativement conséquent en fait. Ils sont souverainistes. Alors, il ne faut pas confondre le PRCF et le PCRF. Bon, ils seront d'accord pour la sortie de l'Union européenne, mais la différence entre le PRCF et le PCRF, de ce que j'en ai vu, c'est que le PCRF, qui est le Parti communiste révolutionnaire de France, va être moins patriote, va se décrire comme révolutionnaire et va te dire vive Staline, vive le parti unique. Alors que le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, vont adopter un discours plus républicain, plus universaliste. Ils vont te parler de pluralisme socialiste. Là où voilà, c'est la différence entre le PRCF et le PCRF, c'est que le Parti communiste révolutionnaire de France, PCRF, a une ligne caricaturalement stalinienne et tout en étant gauchiste. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que pour arriver au socialisme, il faut nécessairement un coup de force violent et qu'il ne faut surtout pas participer à la moindre élection parce que sinon c'est de la pente vers la trahison. En tout cas, moi, les mecs du PCRF, le Parti communiste révolutionnaire de France, que j'ai croisé, qui au passage étaient plutôt sympathiques, et étaient pas méchants, mais sur le plan de la réflexion politique, ça laissait à désirer. Ils étaient un peu dogmatiques, mais pas méchants. Et bon, ils prenaient un peu les conneries postmodernes. Le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, ben c'est un petit parti, oui, c'est un parti marginal, oui, oui. Il repose sur le Frexit parce que oui, sans le Frexit, on n'a pas de socialisme. Oui, sans sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, on n'a pas de socialisme. Ils sont républicains, donc c'est pour ça qu'il y a le bleu, blanc, rouge et la Marianne. C'est qu'ils revendiquent l'idée de nation contre l'Union européenne, par ailleurs, puisque l'Union européenne est une construction antisociale et antidémocratique. Le PRCF est un parti, certes, qui se réclame du marxisme-léninisme, mais la différence, c'est que contrairement au PCRF, le PRCF est pour le pluralisme démocratique, est pour l'alternance démocratique. Ils ne veulent pas interdire sous le socialisme des partis politiques concurrents. Là où le PCRF, le Parti communiste révolutionnaire de France, est franchement sur une ligne caricaturalement stalinienne,
dans lesquels, enfin, une caricature de stalinisme dans laquelle, puisque même le stalinisme, entre guillemets, n'était pas dans ce truc-là, en fait, enfin, la ligne stalinienne, il y avait il y a la liberté d'association qui est décrite, qui est reconnue dans la Constitution de 1936. Et il y a un monopartisme de fait en URSS. Donc souvent, on a des gens qui se réclament donc le Joe de Staline en étant juste une caricature du stalinisme. C'est le cas du Parti communiste révolutionnaire de France, qui est dans du gauchisme comme nos amis Anard, du gauchisme dogmatique, mais c'est sûrement pas le cas du pôle de renaissance communiste en France. Il ne faut pas confondre PRCF et PCRF. Le PRCF est un parti souverainiste de gauche, un parti communiste souverainiste de gauche, le PRCF, là où le PCRF est un parti, on va dire, stalino-gauchiste, un peu comme les Mao, mais ils ne sont pas Mao. Mais voilà, enfin... Alors, bon, outre le fait que nos amis Anard écrivent avec une écriture inclusive dégueulasse, parce que l'écriture inclusive, ça n'inclut sûrement pas les prolétaires, puisque c'est juste un idiome de petits bourgeois, en fait, qui détruit la langue, qui rend la langue complètement illisible et élitiste pour une élite de militants complètement déconnectés de la réalité sociale et des réalités populaires les plus évidentes. Oui, leur base de leur projet repose sur un Frexit. En fait, sans le Frexit, il n'y a pas de socialisme. Sans la nation, il n'y a pas de lutte des classes. Prenez l'usine camarade. Ça ne marche que quand vous avez les usines. Or, quand vous êtes dans une zone de libre-échange, une union douanière qui abolit les frontières, eh bien, les patrons ils délocalisent plus facilement pour payer moins cher les ouvriers. Et donc, du coup, c'est un obstacle au socialisme et à la lutte des classes. Parce que tu peux pas, quand il n'y a plus d'usine, tu peux pas dire camarades, prenons l'usine. C'est juste logique. Quand ton État n'a pas sa propre monnaie, il est soumis à des institutions supranationales, et quand ces institutions supranationales ne sont même pas élues, eh bien, question démocratie, c'est pas terrible. Donc non, le PRCF est un parti de gauche, en fait. C'est un parti communiste qui a absolument rien de rouge-brun. Peut-être même que certains ont des dérives un peu woke par ailleurs, d'autres ne sont pas woke. Mais je dirais qu'il y a un peu plusieurs courants, comme le PCF. Oui, il y a des critiques du wokisme avec des gens comme Émeric Monville ou Georges Gastaud. Il y a des bonnes critiques du wokisme qui se font, des critiques de gauche du wokisme, et ça peut déranger beaucoup. Non, le PRCF est un parti communiste, en fait. Il y a plusieurs sensibilités, mais c'est des communistes, des ML, voilà, c'est un parti communiste, marxiste et léniniste, mais pas dogmatique comme le PCRF, le PRCF. Ils sont pas dans l'ultra anti-révisionnisme avec des gens qui seraient anti-républicains ou anti-État, comme le sont les Mao ou certains ML un peu stalinoïdes. Et oui, le bleu, le blanc et le rouge et Marianne seraient des indicateurs de leur faferie. Le terme faferie, alors le terme faf, si j'ai bien compris le truc, au début, moi je croyais que ça voulait dire facho, la façon dont c'était employé à gauche. Ça veut dire la France aux Français. Voilà, ce sera un terme du coup plus nationaliste que fasciste, et qui enverrait peut-être à la question migratoire. Bon, pour moi, je serais pour le FAT, la France aux travailleurs, si on veut, parce que en tant que communiste, on est pour que la France elle appartienne aux travailleurs, pour que son pays appartienne aux travailleurs. Mais on va dire que bon, que le bourgeois, il prend la France pour un hôtel, donc voilà. Le lien entre le cosmopolitisme bourgeois des anards et des libéraux est franchement établi. Alors, le bleu, blanc, rouge, hein, et Marianne, c'est un symbole républicain. Et la gauche, historiquement, elle est née de la République. Elle est née des Jacobins, la gauche. Elle est née des d'abord, elle est née de ceux qui refusaient l'arbitraire royal, puis elle est née des Républicains et des Jacobins. Et à partir de là, du mouvement ouvrier qui s'y inscrit dans cette dynamique de gauche.
Mais en fait, c'est les racines même de la gauche, c'est le patriotisme républicain. Donc le bleu, blanc, rouge. Et Marianne, oui. Donc, c'est-à-dire que cet antinationalisme qui se croit internationaliste, qui se croit progressiste, est juste une ineptie totale. Et non, la gauche n'est pas née de l'anarchisme, hein, au passage. Hein, l'anarchisme étant une idéologie bourgeoise, réactionnaire, primitiviste, inégalitaire. Bon, enfin, l'anarchisme, c'est une forme de girondisme, en fait. Enfin, c'est une forme de girondisme. C'est des gens qui sont très anti-jacobins, bon, sont des girondins. La différence entre un girondin et un anard, c'est que le girondin reste un peu républicain. L'anard est un girondin un peu nihiliste, qui s'est complètement vendu au libéralisme, encore plus que les girondins qui sont déjà vendus pas mal au libéralisme. C'est des ultra-individualistes, les anards. Alors, l'OSRE, donc l'Organisation socialiste révolutionnaire européenne, qui est qualifiée d'identitaire et de nationaliste, et se disant socialiste. Alors là, c'est une organisation qui semble plutôt d'extrême droite, oui, ou rouge-brune, patrie, communauté populaire, socialiste, révolutionnaire. En fait, le truc, c'est que ces gens-là, j'ai du mal à les prendre au sérieux. Euh, Organisation socialiste révolutionnaire européenne. Alors, déjà, entre nationaliste et européenne, il n'y a pas de nation européenne, hein, soit disant passant. Il y a peut-être un pan-européisme, une forme de nationalisme pan-européen, mais bon, ça c'est plutôt un discours macroniste, en fait, j'ai envie de dire, quelque part, ce qui ressemble le plus. Mais il y a rien de révolutionnaire et il n'y a pas rien de nationaliste, enfin, mais rien encore moins de souverainiste dans un truc qui se revendique de l'Europe. J'ai l'impression que cette OSRE, c'est des marginaux, justement. Bon, alors le rouge et le noir, au passage, que vous semblez associer à du rouge-brunisme ou à du fascisme, ce mélange de rouge et de noir, eh ben, c'est les mêmes. Mais si on parle d'un simple point de vue chromatique, symbolique du logo, des logos utilisés, c'est les mêmes couleurs que celles qu'utilisent nos anards, nos chers anards socialistes libertaires, qui n'ont eux aussi de socialistes que le nom. Donc en fait, vous vous battez juste entre anarchistes, en fait. Et oui, enfin, c'est-à-dire que OSRE, ce sont avoir leur discours très décentralisateur sur leur site. J'ai jeté un œil pour voir à quel point ces gens-là étaient starbés. J'ai pas été déçu. Ces mecs-là, oui, ils tiennent pas un discours de gros woke, mais ils tiennent un discours de Nazbol, mais tu peux pas les prendre au sérieux. C'est des formes d'anard d'extrême droite. Voilà, enfin, on dirait du Francis Cousin en fait. C'est juste des minables. Enfin, je vois pas comment on peut prendre ce genre d'abruti au sérieux en fait. Euh, voilà, l'OSRE, enfin, c'est ça semble, il n'y a pas de sérieux là-dedans. C'est socialiste révolutionnaire. Déjà, du moment où tu te réclames sur la place publique révolutionnaire à corps à cri, bon, déjà, un vrai révolutionnaire ne dit pas qu'il est révolutionnaire, il est révolutionnaire en acte, et pas forcément en brûlant des poubelles, enfin, ou en fracassant des abribus, mais il peut l'être par les urnes, il peut l'être par les urnes ou par les armes, suivant le contexte, hein, historique, politique, si vous voulez. Mais être révolutionnaire dans la pratique, c'est changer la société. Or, les mecs qui font de l'agitation en disant gna gna gna, je suis révolutionnaire, il n'y a pas plus contre-révolutionnaire et abruti qu'eux. Hein, voilà. Un vrai révolutionnaire ne se clame pas socialiste révolutionnaire, il se dit socialiste, il se dit communiste, mais il utilise les mots, il évite d'utiliser les mots réformiste et révolutionnaire. Il essaie de se concentrer sur le réel et le concret en termes de projet de société et d'essayer de construire quelque chose pas à pas qui amène à une transformation de la société, une transformation révolutionnaire de la société. Et ça se fait avec patience. Et ça se fait pas en agitant des drapeaux dans tous les sens et en tournant en rond, en pissant dans des violents.
Personnalité politique. Alors, il nous parle de l'extrême droite, Dieudonné. Dieudonné, c'est un humoriste qui s'est rapproché de Soral, oui. Soral, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, tenait à une époque un discours communiste et qui est passé dans un discours plus ou moins néo-nazi, j'ai bien compris, par le biais du prisme, disons, de l'antisionisme, qu'il a dû confondre avec l'antisémitisme. Je crois que c'est aussi le mec qui voulait unir les chrétiens et les musulmans contre les juifs, ce genre de conneries. Enfin, euh, si je dis pas de bêtises, mais bon, après, voilà, c'est un mec qui est, semble-t-il, un peu mentalement dérangé, Soral, un peu beaucoup mentalement dérangé. Euh, Chouard, c'est le mec qui parle de démocratie directe. Alors oui, le RIC, c'est bien, mais démocratie directe dans l'absolu, ça fonctionne pas trop. Qu'il ait parlé avec des gens d'extrême droite, oui, enfin, dire que, bon, le fait de parler avec des gens de droite, ça signifie pas forcément être d'accord avec eux, hein, je précise. Euh, mais après, voilà, on a certains mecs qui, dès lors que vous parlez à quelqu'un d'un peu sulfureux, dès que vous parlez avec cette personne, pensent que vous êtes d'accord avec cette personne. C'est-à-dire que vous pouvez parler à quelqu'un qui est du bord différent, d'un bord politique différent, et même être d'accord sur certains points, sans forcément être du même bord politique et être d'accord avec lui. C'est-à-dire que parler avec quelqu'un, ça signifie pas être forcément être d'accord avec ses idées ou avec toutes ses idées. Enfin, sinon on finit par se recroqueviller sur soi-même et parce que machin a parlé à machin qui a parlé à machin, on serait contaminé et ça c'est un sophisme par association. Mais bon, Chouard m'a pas l'air spécialement intéressant. Ouais, alors le RIC c'est sympa. Il me semble que d'autres personnes en ont parlé. Il me semble qu'il a dû parler avec Alain Soral, Chouard, mais il me semble pas qu'il ait les idées du mec. Bon, il me semble que Chouard ne soit pas vraiment un penseur politique qui soit terrible, terrible en fait, qui ait forcément toutes les réponses, voilà, qui soit forcément carré sur tout. Ouais. Et il m'a pas l'air d'être un méchant facho rouge-brun en fait. Il m'a plutôt l'air d'un mec paumé avec quelques idées de démocratie directe un peu naïves. Euh, voilà, enfin, je crois que je sais plus s'il était pour le revenu de base ou sur le revenu de base ou ce genre de conneries qui ne change pas les rapports de production, donc du coup qui sert à rien. Euh, Jean Lassalle. Alors, Jean Lassalle, il nous parle du fait qu'il serait accusé du viol de plusieurs femmes et agressions sexuelles. Alors, il semblerait que la sphère ait été classée sans suite, du coup. Il y a un truc, c'est que en droit, l'une des avancées de la civilisation, à supposer que les anarchistes en aient quoi que ce soit à foutre de l'idée de civilisation et l'idée d'état de droit, ce qui est effectivement le cas, puisque ce sont juste des mecs qui veulent retourner à l'époque de la tribu, mais qui se plaignent de la moindre, mais qui font régulièrement faire des procès, pourtant, donc ce qui est assez comique. Eh bien, l'une des avancées juridiques majeures de notre civilisation, c'est le principe de présomption d'innocence. On ne condamne pas quelqu'un sur la simple accusation sans enquête et sans preuve, en fait. On fait une enquête, on fait un procès en bonne et due forme, et une personne est considérée comme innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, mais ça, ce serait des actes du coup personnels condamnables s'ils ont été réalisés, mais pour autant qui ne sont pas de l'ordre de l'idéologie politique. Donc je vois pas ce que ça vient foutre dans le rouge bruni, sachant qu'on a pas mal de militants gauchistes ultra-féministes en apparence qui, en fait, par derrière, sont les pires des agresseurs sexuels avec les gonzesses. Sont les mecs qui vont jouer à l'ultra-féminisme pour abuser de la moindre jeune femme vulnérable dès que celle-ci a baissé la garde.
Et généralement, c'est pas les gros machos caricaturaux du PMU, mais les mecs qui jouent aux féministes, qui peuvent être des manipulateurs psychologiques, parce que voilà, enfin c'est, vous avez aussi des grosses brutes dans les mecs qui agressent des femmes. Alors, je suis désolé, j'ai un vocabulaire un peu relâché, je dis gonzesse. C'est vrai que la pauvreté intellectuelle de ce discours ne rend pas très féministe. Enfin, je distingue bien sûr les femmes des féministes, puisque toutes les femmes ne sont pas féministes et tous les féministes ne pensent pas la même chose et ne sont pas les caricatures qu'on en fait. Donc Jean Lassalle, homophobe notoire, il se positionne contre le mariage pour tous et contre la PMA pour les couples lesbiens ou de femmes seules. Donc alors, étonnamment, bien que aussi étrange que cela vous puisse paraître à certains, vous pouvez être contre le mariage pour tous et contre la PMA tout en n'étant pas homophobe. Je ne sais pas si Jean Lassalle est homophobe ou non. Je ne pense pas qu'il le soit. Je pense qu'il est de la vieille école, Jean Lassalle. À titre personnel, je suis favorable au mariage pour tous. Je suis favorable au mariage pour tous. Mais pour moi, ce n'est pas un sujet prioritaire. Pour moi, s'il y a un mec qui veut faire une grève, si un mec qui est contre le mariage pour tous veut faire une grève avec quelqu'un qui est pour le mariage pour tous, eh bien, dans les deux cas, on aura des mecs qui, unis ensemble dans la grève, eh bien, permettront de défendre les salaires des employés d'une entreprise, en fait. Lutteront sur le même terrain, même s'ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il faut légaliser ou non le mariage pour tous. Ça, c'est une attitude sectaire, hein, je note, hein, de désigner, de dire qu'une personne qui serait contre le mariage pour tous serait nécessairement méchante, hors de nos luttes, comme ils disent. Non, en fait, c'est-à-dire que tu peux défendre le mariage pour tous sans t'empêcher de t'allier ou de discuter avec des gens qui sont contre, sur des sujets autres que le mariage pour tous, par exemple. Contre la PMA pour les couples lesbiens et de femmes seules, ou de femmes seules. Alors, moi, je fais la distinction entre PMA et GPA. Par exemple, je suis favorable à la PMA et contre la GPA, parce que la GPA, vous avez marchandisation du corps de la femme, la gestation pour autrui et des trafics d'enfants. La PMA, en revanche, c'est la procréation médicale assistée et ça concerne les couples de femmes, les femmes seules ou lesbiennes qui veulent se faire inséminer pour devenir mère. J'estime qu'elles peuvent avoir droit. Bref. J'ai cru comprendre que certaines personnes s'opposaient au mariage pour tous ou à l'adoption des couples homosexuels ou au PMA parce qu'ils estimaient pas que l'homosexualité est mal, mais qu'ils avaient des doutes sur l'homoparentalité parce qu'ils estimaient que l'enfant avait besoin d'un modèle psychologique paternel et maternel, qu'il avait besoin d'un modèle psychologique masculin et féminin, une figure paternelle et une figure maternelle pour se construire psychologiquement. Je n'ai pas vu d'études sur le sujet, donc pourquoi pas, hein, après tout, mais après tout, j'ai envie de dire, l'homoparentalité, que vous acceptez ou non le mariage pour tous, on va me dire ça facilite l'adoption, ou la PMA, eh bien, elle aura lieu quand même, hein, l'homoparentalité dans les deux, enfin, parce qu'en fait, il y a des couples, par exemple, où il y a des couples, par exemple, où avant de se mettre en couple avec son compagnon ou sa compagne, la personne homosexuelle peut adopter en tant que personne seule un enfant et se mettre en couple après avec son compagnon ou sa compagne. Et donc le couple homo a lieu après. Ou vous pouvez avoir un couple hétéro, entre guillemets, enfin hétéro, bi, enfin bref, ou un couple hétéro, qui font un enfant et le père ou la mère quitte son conjoint ou sa conjointe, selon les cas, pour se mettre en couple avec une personne du même sexe et du coup, bah oui, vous pouvez avoir couple homme-femme et la femme se barre pour se mettre en couple avec une autre femme
où le père se barre pour se mettre en couple avec un autre mec. Ça existe, hein, ce genre d'homoparentalité. Donc, ouais, voilà. Mais au passage, ça, c'est des sujets de société, c'est effectivement des sujets sociétaux. Euh, alors, en 2021, il se présente sur la liste du mouvement de la ruralité, mouvement de droite traditionnaliste et conservateur. Il arrive malgré tout à entretenir une image d'homme de gauche auprès du grand public, image manifestement liée à son populisme archaïque. Alors oui, Jean Lassalle est de la vieille école, mais il a un électorat rural, mais Jean Lassalle, oui, peut-être plutôt conservateur sur des questions de société, mais comment dire, je peux considérer qu'il n'est pas forcément le couteau le plus affûté du tiroir, si vous voulez. C'est une forme de gaullisme paysan un peu bizarre, ouais, enfin, il a un discours un peu gaulliste, même si c'est peut-être pas gaulliste digne d'Asselineau, hein, si on veut. C'est peut-être un gaullisme un peu de terroir. Bon, il a le nez et la taille du général, on va dire déjà, de côté carrure. Mais Jean Lassalle, c'est une vieille droite sociale et républicaine. Il a une sensibilité sociale, ce n'est pas un néolibéral, ce n'est pas quelqu'un d'inhumain comme Macron. Il a un discours un peu vieille France, oui, mais il y a une chose que certains oublient, c'est qu'effectivement, s'il est un peu spécial, et qu'il y a peut-être aussi des choses un peu bizarres chez le personnage, par-ci, par-là, eh bien, c'est l'un des rares mecs qui, ayant vu dans sa circonscription, c'est l'un des rares politiciens qui, ayant vu dans sa circonscription une délocalisation d'usine, et a eu le courage de faire une fichue grève de la faim pour contester cette délocalisation d'usine. Peu de politiciens auraient fait une grève de la faim, et il a failli y laisser sa peau, hein. Il a encore des problèmes de santé liés à sa grève de la faim, Jean Lassalle. Hein, donc, je lui tire mon chapeau à Jean Lassalle. Hein, je dis, hein, c'est certes un homme de droite, mais de la vieille droite, gaulliste, social, genre de truc, mais une vieille droite rurale un peu bizarre, un peu, oui. Je pourrais critiquer peut-être l'aspect régionaliste du personnage, ou le fait qu'il s'allie peut-être avec des gens un peu complotistes, un peu bizarres, mais le personnage, euh, au-delà de ses frasques humoristiques, a été capable de faire une grève de la faim pour défendre les habitants de sa circonscription. Il y a peu de politiques qui feraient ça, hein. Donc je tire mon chapeau pour ce coup. En fait, les bobos libertaires véganes dans le genre des rédacteurs de ce texte n'auraient pas un quart du courage, un quart du tiers, du millième du courage de Jean Lassalle pour faire ce genre de grève de la faim. Quoi qu'ils se détruisent la santé avec du véganisme, à moins qu'ils mangent de la viande en secret, ce qui n'est pas impossible. Désolé, je suis salé, mais bon. Alors François Ruffin qui outre sa passion pour les frontières. Alors oui, la passion pour les frontières, c'est normal en fait à gauche. Euh, Parce que sans frontières, vous n'avez pas le moyen de contrôler les flux de capitaux. Et oui, ben parce que quand on a une gauche qui est pour l'abolition des frontières, on a une gauche qui dit au grand capital: vive la libre circulation des capitaux, vive le libre-échange et la libre concurrence, vive la mondialisation néolibérale. Je ne pense pas que ça soit l'approche la plus anticapitaliste qui soit. C'est plutôt l'approche la plus libérale capitaliste qui soit. Donc c'est juste des idiots utiles de l'impérialisme américain, de la mondialisation capitaliste, qui parlent quand ils sont contre les frontières et contre François Ruffin. François Ruffin est très mou sur ces questions-là, par ailleurs. François Ruffin est mou sur toutes les questions, il aborde un peu les trucs. Une ligne confuse, voire franchement réac sur les sensibilités LGBTQIA+, la police et le racisme. Alors, oui, parce qu'une fois, Ruffin avait sorti un truc comme quoi c'était plus important de défendre la démocratie, les salaires, l'égalité humaine, la démocratie sociale et économique,
que les opérations de changement de sexe sur les enfants. Ce qui, au passage, est une bonne chose. Parce que, bon, déjà, les enfants sont trop jeunes pour ça, et même les adultes, ça peut déglinguer pas mal leur santé. Euh, enfin, c'est déglinguer carrément leur santé, puisqu'il s'agit de mutilation physique et de prise d'hormones à vie. Donc, quoi qu'il y ait des gens qui font des détransitions pour redevenir, mais restent stériles à vie. Alors, LGBTQIA+, qu'est-ce que c'est? Donc, le LGB, c'est LG, c'est les lesbiennes et les gays. Donc, c'est les homosexuels masculins et féminins. Bi, c'est les mecs qui sont à la fois homo et hétéro, qui sont attirés par les deux sexes, qui sont attirés autant par des personnes de leur sexe que de l'autre sexe. Donc voilà, je ferai la blague un peu bof qui vont au four au moulin, mais oui, qui n'ont pas de problème à aimer autant les hommes que les femmes. Voilà. Donc le T, c'est ceux qui veulent changer de sexe. Donc vous voyez une rupture avec le LGB. Du LGB au T, il y a une franche rupture parce que LGB, c'est une orientation sexuelle. Et T, ça correspond à une identité sexuelle. C'est des gens qui ne se sentent pas bien dans leur corps de naissance et qui veulent en changer. Et du coup, ils sont des opérations pour ressembler au sexe auquel ils voudraient ressembler. Hein, voilà. Et ils pensent qu'ils changent de genre. Enfin, puisqu'ils ne peuvent pas changer de sexe, ils parlent de transgenre. Ben, c'est Q, c'est pour queer, c'est-à-dire en anglais étrange, bizarre. Euh, donc, c'est bizarre ce genre de revendication, à se revendiquer queer, c'est-à-dire c'est des gens qui se revendiquent étranges, marginaux ou bizarres. C'est très large apparemment. Apparemment, s'ils utilisent ce terme pour dire qu'ils sont pas hétérosexuels et qui se reconnaissent pas dans ce qu'ils appellent les normes de genre. Donc c'est les gens qui sont un coup des hommes, un coup des femmes, ou qui sont ni l'un ni l'autre, ou les deux, ou de l'autre sexe que leur sexe de naissance. Bref, c'est un peu flou ce terme. I, c'est pour intersexe, c'est-à-dire les mecs qui ont des caractères sexuels à la fois masculins et féminins, ce qu'à une époque on appelait hermaphrodite. Donc ça correspond à des syndromes, à des, comme le syndrome de Klinefelter, enfin, euh, sur un, c'est une syndrome de trisomie sur sur la paire de chromosomes sexuels, en fait, c'est de trisomie 23, enfin sur la 23e paire de chromosomes. Le syndrome de, j'essaie de voir si je le prononce bien. Euh, euh, mais une anomalie, une malformation sur le plan sexuel. Voilà, il y a des personnes qui souffrent d'être nées avec cette différence. Voilà. Le syndrome de Klinefelter, j'ai mal prononcé le terme, excusez-moi, donc qui ont des caractères qui sembleraient à la fois masculins et féminins. Il semble qu'ils tournent plus vers un des deux sexes que vers l'autre. Voilà. Donc c'est un cas un peu médical, un peu spécial, un problème chromosomique et anatomique. Il me semble qu'il y a d'autres syndromes que le syndrome du Klinefelter quant à ce genre de malformation. Mais voilà, c'est un cas extrêmement rare de malformation au niveau du dimorphisme sexuel. Voilà. Quoi d'autre? Et le A, c'est pour les personnes qui sont asexuelles. Donc, LGBTQIA, il y a un truc que je me demande, c'est qu'est-ce que le A, c'est-à-dire le truc des gens qui, de toute façon, sont censés ne pas faire crac-crac, en fait. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec les LGBT qui se revendiquent d'un autre sexe ou qui se revendiquent d'une autre sexualité, puisque les asexuels, c'est des gens qui ont zéro sexualité et qui sont censés s'en foutre, en fait, de ces questions-là de LGBT. Mis à part qu'ils veulent qu'on leur foute la paix. Donc, voilà. La police et le racisme. Alors oui, ce que je disais, c'est que
on a des fameux antiracistes aujourd'hui qui pensent que pour être antiraciste, il faut conceptualiser le concept de race. Et je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est dommage qu'on ait abandonné aujourd'hui en France un antiracisme universaliste. Mais dès qu'on a quelqu'un comme Ruffin qui est sur une ligne qui est plutôt d'un antiracisme universaliste, eh ben, il se fait qualifier de confus, de réac, de rouge-brun. La police, ben, en fait, la police n'est pas notre ennemi. Enfin, elle peut l'être si on a une utilisation contre-révolutionnaire ou s'il y a des éléments d'extrême droite ou racistes. Mais en fait, la police française, c'est quasiment les village people. Vous n'avez pas rien qui interdit au fait d'être un homme, une femme, un blanc, un noir, un homo, un hétéro, de faire partie de la police. Donc en théorie, c'est de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la police. On pourrait limite dire que la police française pourrait chanter Wa yam siye, la 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 la. Wa yam siye. On peut très bien imaginer ça. Bon, c'est un peu comique la formule, mais je vois pas ce que la police a de particulièrement réactionnaire. Qu'elle puisse être utilisée à des fins contre-révolutionnaires, oui. Mais la police aussi étant garante d'un certain ordre public nous permet de lutter contre l'insécurité et le lumpenprolétariat. Or, l'une des préoccupations des classes populaires, c'est l'insécurité. Hein, des sujets qu'ils considèrent comme sociétaux. Bah oui, il y a des sujets qui sont considérés comme sociétaux, et il y a des sujets qui sont mineurs par rapport à d'autres, qui sont plus importants. Il y a une hiérarchie des sujets, des thématiques à aborder, parce que il faut essayer de penser de façon stratégique, organisée, ce qui n'est pas le cas de la façon de penser des anards, au passage, qui sont dans une pureté militante. Il faut quand même bien s'en rendre compte. Euh, mais enfin, ils sont même pas militants pour la lutte des classes, ils sont militants pour des causes sociétales complètement à côté de la plaque pour certaines. Enfin, et tous les sujets sociétaux ne se valent pas. Il y a des sujets de société qui sont importants, par exemple ceux que nos amis libertaires mettent de côté, à savoir la laïcité, parce que si on ne lutte pas contre les réactionnaires catho-tradis et islamistes, vous ne risquez pas du coup de défendre les droits des homosexuels dans ces conditions-là, en fait. Que ce soit la Bible ou le Coran, les droits des homosexuels et des femmes ne sont pas spécialement vus de façon positive dans ces textes religieux. Mais bon, que nos amis libertaires soient très cohérents dans leur approche, c'est autre chose. Alors il reproche à François Ruffin d'appliquer des discours proches d'un Roussel essayant de toucher les vrais gens du peuple. Oui, alors les vrais gens du peuple ne sont pas un agglutinement de minorités. Il y a des gens de minorités dans les vrais gens du peuple, oui, mais essayer de parler à la masse des gens du peuple passe nécessairement par le fait d'arrêter de considérer la société comme un agglutinement de minorités, en fait. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas LGBTQIA+, comme ils le disent. Il y a même des LGB qui sont contre les T. C'est le cas en Angleterre où il y avait une LGB Alliance qui s'est construite parce que des femmes homosexuelles ne voulaient pas coucher avec ce qu'on appelle des femmes trans, avec ce qu'elles appellent des hommes trans féminins, parce que elles sont attirées par le bio, en fait, si on veut. Oui, les gens normaux, c'est-à-dire que les gens normaux, c'est les gens qui ne sont pas intersectionnels. C'est-à-dire les gens qui peuvent avoir peur qu'un délinquant les poignarde ou brûle leur bagnole. Ils vont pas avoir le discours antipoliste des gauchistes, ou les gens qui considèrent qu'il n'y a pas de race humaine et donc du coup que le racisme, c'est un comportement discriminatoire en fonction de ta couleur de peau et ton ethnie, et qui vont pas dire que les blancs seraient systématiquement racistes, mais que ça serait moins important selon ta couleur de peau. Si tu es blanc ou noir, il y aura un racisme qui serait systémique ou juste individuel, et du coup, il faudrait excuser l'un et pas l'autre, ce genre de truc, ou qui vont te faire des leçons sur l'homophobie soft qui chez les populations dites racisées, parce que l'alliance des opprimés, non, mais en fait, les vrais gens, c'est les gens qui malheureusement sont partis voter, ne plus voter à gauche, en fait. Il y a une bonne partie des classes populaires qui ne votent plus à gauche. Donc oui, il faut parler des vrais gens du peuple. Il faut parler de autre chose que cette sainte alliance bizarre entre gauche bobo, entre bourgeois bohème
et lumpen prolétariat des banlieusards. Sachant que dans les banlieusards, il y a des gens qui ne sont pas de lumpen prolétariat, qui ne sont pas des voyous, des délinquants, qui sont des prolos lambda. L'ensemble de ces positions sur les vaccins et la pandémie relève des accointances complotistes. Bon, je sais que le terme complotiste peut être utilisé à toutes les sauces, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de complotistes parmi les anti-vax, mais certains raisonnements sur les vaccins ne sont pas déconnants, sur le fait qu'on peut se poser la question des intérêts des compagnies pharmaceutiques derrière les vaccins. Sans dire qu'il faut être anti-vax, parce il y a beaucoup de conneries, eh bien on peut mettre en avant le fait qu'il y a des conflits d'intérêts sur Pfizer, sur pas mal de... ou sur d'autres... sur Big Pharma, sur d'autres compagnies diverses, sur Bayer, sur Monsanto, sur les grandes firmes pharmaceutiques, et bien qu'il puisse y avoir des histoires de magouilles ou des trucs ou des vaccins qui fonctionnent pas trop parce que leur but c'est le profit, et qu'on peut par exemple défendre davantage les vaccins cubains qui sont pas faits dans un système capitaliste mais dans un système socialiste, ou qu'on puisse considérer qu'il y ait des affaires, voilà. Mais pour autant, il y a beaucoup de trucs qui sont déconnants dans la théorie anti-vax, mais on peut par contre, sans être ce que certains appellent un complotiste, on ne sait plus trop ce qu'est un complotiste, parce que dans l'histoire, il y a des complots, et des vrais complots, et il y a les théories du complot complètement délirantes de certains qui voient des lézards extraterrestres au fin fond de la Terre. Bon, c'est entre les mecs qui disent il y a un complot, il y a des choses qu'on nous a jamais dit de façon honnête en politique. Ce qui est sûr, c'est qu'en politique, il y a très souvent des complots au sens de magouilles, d'entourloupes, de choses qui sont cachées, et des choses qui, quand elles sont révélées, deviennent des scandales. Donc oui, il y a des complots, c'est des actions concertées dans l'intention de nuire. Mais qu'il y ait des complots partout, même des trucs délirants, bizarroïdes comme ça, comme certains l'inventent, c'est autre chose. Mais oui, il y a des gens qui peuvent poser des questions, se poser des questions sur les vaccins sans être dans le complotisme anti-vax le plus délirant. Juan Branco. Alors, Juan Branco, c'est un juriste, oui, proche des Gilets jaunes, pseudo-révolutionnaire confuse. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse accuser Juan Branco d'une forme de rouge-brunisme très avancé. Disons qu'il me paraît comme Chouard être dans un discours démocratie directe, trique, on va changer les choses, ce sera la révolution, mais sans avoir un programme très établi en fait. Ça paraît être un anti-système sans critique très claire du système. Enfin oui, qu'il y ait de l'élitisme, qu'il y ait des élites déconnectées du peuple, oui. Une forme de populisme un peu, peut-être un peu démago, oui. Ouais, enfin, en tout cas, le fait de vouloir défendre un peu la souveraineté de la nation et de vouloir mettre en place le RIC, c'est une attitude de démocrate, pas une attitude de rouge-brun. Même si il a certainement des trucs un peu louches autour de Juan Branco. Me paraît pas être un mauvais bougre sur son côté juriste qui défend le RIC. Enfin, mais bon. Il me semble que Chouard avait un délire un peu anarchisant autour de son RIC. Juan Branco est plus dans une approche juridique du truc. Ça reste que vouloir tout résumer au RIC, ça me paraît un peu naïf en fait. Vouloir résumer à la démocratie directe des problèmes qui sont liés au capitalisme et à la mondialisation, ça me paraît un peu court de vue. Voilà. Le doute et le complotisme chez des gilets jaunes peut ou pas politiser. Oui, c'est le problème des complotistes. Non, c'est le problème des gilets jaunes. Il peut peut-être y avoir des complotistes parmi les jeunes ou des gens qui ne sont pas complotistes, mais il y a surtout des gens qui ne sont pas beaucoup formés idéologiquement, mais il y a aussi des gens qui se méfient des partis politiques, à juste titre d'ailleurs, puisque une bonne partie des partis politiques les ont trahis, ils se sentent trahis, mais ils n'ont pas de théorie politique. Or, comme dit Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas d'action révolutionnaire. Et c'est le problème à la fois des gilets jaunes et des anards, c'est-à-dire sans théorie révolutionnaire, pas d'action révolutionnaire. Donc oui, les gilets jaunes, c'est un attroupement de gens qui en avaient marre du système, oui, qui avaient marre, qui a l'impression d'être mis sur le bord de la route sur le plan politique.
C'est un mouvement qu'on aurait pu structurer vers quelque chose de marxiste peut-être, hein, même s'il y avait des mecs de droite qui étaient au milieu et qu'il y avait aussi des mecs de gauche. Et c'est pas des rouges-bruns, c'est qu'il y a pas un programme politique très établi, qu'il y a juste des gens qui en ont marre et des gens de divers horizons, mais qui sont rouge-bruni spontanisme alors, mais c'est pas des non, c'est là c'est des gens qui viennent des ronds-points, voilà. Enfin, c'est mais bon voilà, on peut être sceptique vis-à-vis des gilets jaunes sur le fait oui, qu'il n'y a pas beaucoup de politisation et que ça a fini par être un cul-de-sac. Jean-Claude Michéa est aussi de ceux qui ont pu tenir des propos confus durant le mouvement des Gilets jaunes. Alors, pour savoir qui est Jean-Claude Michéa, pour lui, pour le coup, c'est un libertaire au sens un peu plus 19e siècle du terme, puisque c'est quelqu'un qui a un type un peu bizarre, qui se revendique à la fois de Orwell, de Proudhon et de Marx, et justement qui critique pas mal les woke. Et donc, du coup, c'était une forme de mec qui se revendique communiste ou socialiste et anarcho-conservateur, ce qui n'a pas vraiment de sens en termes de programme politique, mais qui fournit néanmoins, paradoxalement, une bonne critique du libéralisme et qui désigne les mouvements intersectionnels, postmodernes, comme en fait du libéralisme culturel, à juste titre par ailleurs. Il se déclare conservateur, oui, puisqu'il vit dans sa cambrousse avec sa femme. Bon, autrement, il n'est pas inintéressant, mais c'est pas avec Michéa qu'on construit une alternative politique. Il permet de critiquer des choses, mais il n'est pas l'alpha et l'oméga de la critique, il n'est pas l'alpha et l'oméga de la construction du socialisme. Loin de là. Mais pour autant, il n'est pas non plus inintéressant. Il, il est un peu dans la continuité du Kluskar, mais c'est un peu du Kluskar bas de gamme, j'ai envie de dire. Quoique le problème de Kluskar, c'est que Kluskar a un vocabulaire plus ou moins habitable, là où c'est franchement plus compréhensible chez Jean-Claude Michéa, dans ce qu'il racontait. Alors, je vous dis pas Roberto Vaquero, qu'est-ce qu'il se prendrait dans la gueule, mais bon, on n'est pas espagnol, on est français, donc. Mais voilà. Quand il parle des réseaux, alors il nous parle du canard réfractaire. Le canard réfractaire, c'est des souverainistes de gauche. Ils ont peut-être du mal avec les souverainistes. Alors oui, ils ont une critique un peu floue de Macron et du système, proche d'Étienne Chouard et de Franck Lepage. Alors Franck Lepage, c'est un mec, regardez les vidéos de Franck Lepage, c'est un mec qui est dans le domaine des sciences de l'éducation. Il fait un peu, au niveau du look, il fait un peu hippie aux cheveux longs. Il est bien marrant, il a beaucoup d'humour. Et au passage, je vois pas le moindre trace de rouge bruniste derrière ce mec. Faudrait m'expliquer. Alors oui, il critique l'art contemporaine en disant que c'est un truc de bourgeois, parce que c'est un moyen de défiscaliser du pognon, et qu'il y a beaucoup d'élitisme mondain autour. Il critique l'art contemporaine autour de ça. Mais c'est le mec avec les cheveux longs qui va vous parler d'éducation et qui va vous faire une histoire de l'éducation, oui, qui va critiquer l'UE, qui va parler de langue de bois au niveau de la langue, du langage managérial. C'est quelqu'un que vous pouvez difficilement qualifier comme de droite. Quant aux gens du canard réfractaire, oui, ils sont plutôt dans les idées d'avoir des sympathies pour Chouard et Franck Lepage. Et il y a des trucs de Franck Lepage, je pense que c'est un truc de Franck Lepage à la base, l'idée. Mais il y a le mec qui fait le mec et la gonzesse les deux jeunes là les deux ou trois jeunes qui animent la chaîne YouTube sont sont peuvent être qualifiés de gauchistes dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. C'est des gens qui sont pas sectaires à gauche, mais qui sont pas non plus très critiques des intersectionnels, non. Enfin, ils sont dans une approche de on s'en fout, on va pas focaliser. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'approche des gens qui vont un peu s'énerver quand on dit que Brigitte Macron c'est un homme, en disant c'est pas le sujet. Effectivement, c'est pas le sujet. Bon, bon, la blague est marrante, mais pas de quoi s'en offusquer. Mais c'est pas le sujet quand vous avez des sujets économiques autour. Euh, mais voilà, c'est bien mignon, bien sympa. Bon, ils ont l'air d'avoir une pensée qui manque de structure, le canard réfractaire, mais
qui manque d'une structure marxiste, léniniste ou d'une vision socialiste républicaine un peu structurée. Voilà, quoique Franck Lepage tient un discours plutôt marxiste ou marxisant. Il tient pas non plus. Voilà. Il peut être assez critique de certaines politiques de décentralisation girondine, Franck Lepage. Mais voilà, c'est pas le ML à la pointe. Si vous voulez, le mec qui fait le mec et la nana qui animent les deux jeunes qui animent la chaîne Le Canard Réfractaire, mais c'est pas non plus des gros droitards ou des droitards tout court en fait. C'est des mecs de gauche, un peu souverainistes sur les bords, qui critiquent l'Union européenne, qui critiquent von der Leyen, qui critiquent Macron, à juste titre, parce que quand on est de gauche normalement et quand on se dit anticapitaliste, on doit critiquer quelqu'un qui est néolibéral, ultralibéral comme Macron, et toute la clique à la von der Leyen, parce que normalement, voilà. Donc je vois pas ce qu'il a de rouge-brun. On a aussi, il nous parle aussi d'Étienne Chou, il nous parle d'Étienne Chouard, Franck Lepage, il nous parle aussi, alors ils nous disent qu'ils font des conférences en 2020 avec de nombreuses personnalités de la sphère confusionniste et complotiste d'Internet. Encore une fois, c'est des gens qui vous disent que si vous parlez à un complotiste ou un confusionniste, eh ben vous êtes vous-même complotiste ou confusionniste, ou estimé comme tel. Enfin, voilà, donc vous parlez à machin, du coup, dans une conférence, donc du coup, si vous parlez à machin ou à truc, vous pensez exactement comme machin ou truc. C'est vraiment une attitude sectaire. Alors ensuite, il nous parle de Ventose et de Tabibian, qu'il qualifie de rouge-brun. Euh, Ventose est une femme qui a été membre du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et qui s'est barrée avec toutes les dérives intersectionnelles et tous les renoncements à la souveraineté, tous ces trucs, qui a rejoint un temps République souveraine, puis qui s'est barré, puis qui a remis en question le réchauffement climatique et qui apparemment viserait, selon certains, un électorat RN sans croire aux bobards du RN, parce qu'il a quand même une certaine formation politique, qui n'est pas totalement inintéressante sur un certain nombre de choses, qui peut dire tout un tas de conneries sur certains sujets, par exemple tenir un discours plus ou moins antifonctionnaire au nom de la classe des producteurs, parce que c'est vrai qu'il faut défendre les ouvriers, les paysans et les artisans, oui, mais qualifier les fonctionnaires, les personnels soignants et les profs comme n'apportement pas au monde de la production, parce qu'ils n'ont pas de production matérielle en dur, on va dire, c'est un peu con parce que pour avoir une main-d'œuvre, une économie, une société, et pour avoir des citoyens, comme pour avoir une production matérielle, culturelle aussi, mais il faut former des gens en fait. Donc il faut une éducation, une instruction publique, je préfère le terme instruction à éducation, mais une éducation nationale ou une instruction publique, bon, il faut avoir un système scolaire. Et il faut avoir des médecins aussi pour que les ouvriers et les paysans soient pas malades ou blessés et qu'ils puissent se soigner. Oui, parce que ça produit une valeur sociale en fait, tout ce qui est le monde des services publics. Et même si c'est pas directement de la valeur marchande, eh ben, ça a un rôle. Et effectivement, oui, si tu n'as pas une production industrielle agricole, tu peux difficilement faire fonctionner l'administration publique. Mais cette administration publique te permet aussi de faire fonctionner une économie moderne avec de la formation intellectuelle, avec des gens qui sont soignés plus ou moins correctement, même si, par exemple, il y a des déserts médicaux en France et pas mal de problèmes. De faire le discours producériste un peu bizarre, voilà, c'est critique chez Madame, c'est chez cette dame Tatiana Ventose, chez cette dame ou cette damoiselle, je ne sais pas son état civil, mais voilà. En tout cas, on va dire Madame puisqu'elle est, semble-t-il, en couple. Voilà. Mais cela ne nous regarde pas, comme le disent les inconnus. Quant à Greg Tabibian, il a rien d'un rouge brun en fait. Bon, il n'est pas rouge, et il n'est pas brun. Euh, Tabibian, si j'ai bien compris sa ligne, il est souverainiste de gauche, il est plutôt gaulliste social, il est de gauche, il est pas woke parce il les trouve ridicules. Il aura peut-être son christianisme qui le place du côté conservateur, mais il est agnostique, donc voilà, il reste quand même dans une certaine mesure, il reste attaché à la laïcité, en tout cas plus que les mecs de LFI.
Il n'est pas trop fan du communautarisme de LFI et de tous les trucs intersectionnels, et il se fout de ridicule, parce que c'est un humoriste aussi, parce que c'est quelqu'un qui se fiche de la gauche et de la droite. Seulement, vous avez à gauche des gens qui apprécient pas qu'on se fout de leur gueule quand ils le méritent. À droite, malheureusement, vous avez des gens qui finissent par avoir plus d'autodérision que, et qui semblent moins conservateurs que la gauche quelque part. Oui, qui se fout de la gueule de ce que certains appellent progressistes, mais qui ne sont pas des progressistes, mais des intersectionnels. Euh, c'est quelqu'un, oui, qui pourrait peut-être se retrouver plus à gauche, potentiellement, parce qu'il est plus à gauche que le PS, en fait, mais oui, c'est quelqu'un qui pourrait être séduit par des nationalisations, peut-être qu'il pourrait être séduit par un discours qu'on pourrait dire gaulo-collectivisme, gaulo-communisme, bon, il serait plus une référence à De Gaulle qu'à Marx, mais peut-être qu'on pourrait l'intéresser à une référence à Jaurès, et il n'est pas inculte sur la question du marxisme, apparemment. Enfin, en tout cas, voilà, enfin, il a une certaine culture politique, et on peut difficilement le qualifier à droite, en fait, comme de droite. C'est un souverainiste de gauche, Greg Tabibian. C'est Ventose, elle a un discours qui peut paraître confusionniste parce que elle est un peu paumée suite au clivage gauche-droite tel qu'il est présenté aujourd'hui. Pardi. Il a essayé de bricoler un truc avec le producérisme après cette barrée de République souveraine. Il semble qu'elle se prenne pas pour rien, qu'elle n'est pas non plus totalement mauvaise du point de vue politique, certaines de ses analyses sont bonnes. Son sens de la communication n'est pas mauvais non plus, pour faire avoir fait sa chaîne YouTube. Euh, mais bon, un raisonnement un peu spécial, peut-être un peu. Voilà, mais bon, étant donné qu'on n'a pas de renouvellement du marxisme qui soit suffisant aujourd'hui, je peux comprendre dans une certaine mesure son point de vue. Elle a été au parti de gauche, et elle a eu une certaine connaissance, semble-t-il, du marxisme, et de la gauche républicaine. Donc, elle vient de la gauche, mais étant donné que la gauche s'est bien cassé la gueule, pas étonnant qu'elle est devenue d'abord sceptique vis-à-vis du clivage gauche-droite, qu'elle s'est raccrochée à un souverainisme social avec Coralie Delhomme, et qu'aujourd'hui, elle semble un peu paumée avec l'évolution des choses aujourd'hui. Alors ensuite, il nous parle de Thinkerview, qui est une chaîne YouTube qu'il qualifie de confusionniste, et ils, sont étonnés qu'une chaîne qui a séduit à gauche puisse accueillir des gens à droite. Mais en fait, ça s'appelle le pluralisme, en fait, mon petit. C'est-à-dire que tu peux inviter sur ta chaîne des gens de gauche et des gens de droite. Il y a des gens qui ne sont pas sectaires et qui acceptent de discuter avec tout le monde, et qui essaient de confronter les points de vue. Alors oui, je ne suis pas du genre à apprécier les discours de M. Zemmour ou de Marion Maréchal Le Pen, qui sont pour le coup absolument déconnants idéologiquement. Rappelons que Zemmour croit à des thèses historiques qui sont extrêmement choquantes sur la période de l'occupation, sur la thèse notamment de l'épée et du bouclier, qui est une thèse qui a été débunkée plusieurs fois par les historiens, qui est obsolète, et qui est une thèse qui permet d'excluser le pétinisme. Et Zemmour est un réactionnaire notoire. Pour autant, inviter des gens sur ta chaîne qui ont des points de vue différents, euh, c'est nécessaire, mais je suis sûr qu'il mettrait Asselineau dans la même catégorie des méchants vilains pas beaux, qu'il faut surtout pas inviter, quand bien même Asselineau peut, lui, avoir un discours relativement socialisant sur les services publics et des renationalisations, même qui dans certains secteurs ne seraient même pas évoquées dans le programme de la France insoumise. Alors, techniquement, si on prend le programme d'Asselineau, il est beaucoup plus anticapitaliste que le programme de LFI ou du PCF. Étant donné que le PCF veut rester dans l'Union européenne, LFI veut rester dans l'Union européenne, ne veulent pas rompre tant que ça avec la logique du libre-échange, et qu'il y a des programmes de nationalisation de banques d'un certain nombre de secteurs stratégiques
dans le programme de l'UPR. Sans que ça soit non plus un truc marxiste, mais un truc qui est déjà un premier pas vers quelque chose qui pourrait aller plus loin. Il y a une chose que je n'aime pas trop dans le programme de François Asselineau, qui n'est pas de l'ordre de l'économie ou du géopolitique, c'est son histoire de vouloir inscrire dans la Constitution les racines chrétiennes de la France, mais tout en reconnaissant que c'est laïque. Bon, pour moi, la France ne doit pas reconnaître de racines religieuses. Quand tu dis laïque, voilà, tu dis laïque, point. Point barre. T'as pas à mettre des racines chrétiennes ou ce genre de bêtises. Non, un texte juridique d'une république laïque doit ne pas reconnaître aucun culte, ne doit reconnaître aucun culte, y compris du point de vue historique. Bon, là, ça c'est un débat qui serait sur le rapport à la mémoire et sur l'Ancien Régime, mais nous ne sommes pas sous l'Ancien Régime, nous sommes en République. Et nous, c'est hors de question de s'enfermer dans le communautarisme religieux. Bon, pour autant, il est pas clivant tant que ça sur les questions d'identité, Monsieur Asselineau, sur les questions sociétales, et c'est tout à son honneur. Ça permet d'aborder des sujets plus importants. Ensuite, il nous parle de la gauche no camp qui essaie d'adopter des termes et des questions liées à l'extrême droite, de parler au public des schèmes ou comptes d'extrême droite pour les ramener à gauche. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui se sont droitisés en France et des gens des classes populaires et qu'il faut ramener à gauche. Sinon, si vous ne ramenez pas les gens des classes populaires à gauche, vous allez avoir une gauche où il y aura quasiment plus personne, ou alors où il y aura que des bourgeois parce que les classes populaires se seront mis à voter à droite. Et là, vous débouchez sur ils invitent donc des néo-nazis, des antisémites et autres fascistes pour discuter avec. Ça va très loin les accusations, c'est-à-dire que dès qu'on invite quelqu'un de droite, c'est forcément un néo-nazi, un antisémite ou un fasciste. Les mecs de droite ou qualifiés comme d'extrême droite, ou même droite nationaliste, qui peuvent avoir une position plus gaulliste que fasciste, ces gens-là qui sont un art les qualifient de fascistes très facilement. Faut pas voir des néo-nazis et des antisémites partout, surtout que vous n'êtes pas capable d'en voir chez les islamistes et chez les boutelgiens, chers amis Anar. Voilà, quand même, alors que les propos des mecs, de nos fameux indigénistes sur les juifs sont des propos très antisémites en fait. Prenez du Ouria Boutelja, quand elle parle des juifs, vous ne serez pas déçus en comparant avec aussi vous serez peut-être un peu choqué quand quand vous comparez avec certains auteurs d'extrême droite classiques. Vous compariez de Ouria Boutelja, vous remplacez blanc par juif, ou vous regardez juste ce qu'elle dit sur les juifs, Ouria Boutelja, et ben vous voyez que c'est pas très philosémite. Et vous regardez une bonne partie de son discours, il est fasciste. Mais bon, vous dénoncez pas Ouria Boutelja, vous dénoncez l'extrême droite classique, vous dénoncez le RN, qui pour une partie aujourd'hui est surtout un parti opportuniste bourgeois, qui est pas loin de faire du néo-macronisme en fait. Et ensuite, il rajoute d'autres vidéastes ou personnalités entraînent des positions antagonistes aux valeurs du camp progressiste et pourraient être cités, mais le but ici est de donner des indications pour repérer les rouges-bruns et non de faire une liste exhaustive. Oui, ben les indications, elles sont un peu merdiques. Hein. Parce que le camp progressiste, on ne sait pas comment il est défini, et toute personne qui opposerait une critique sur un seul point serait du coup qualifiée de rouge-brune à partir de cette définition. C'est un peu court, jeune homme. Et c'est quand même les mecs qui vous disent qu'il faut éviter la pureté militante. À noter que sans faire de pureté militante, il est important de dégager de nos luttes, car leurs positions sont antagonistes aux valeurs que nous défendons. Il y a une contradiction dans les termes. Hein. On va parler de groupes et de personnalités qu'on voit passer de temps en temps ou qui occupent carrément l'avant-plan médiatique. Ouais. Oui, ça veut dire autant des gens que tout le monde connaît que des gens qui sont plutôt des groupes marginalisés ou des groupuscules politiques. Et que sans faire de pureté militante, il est important de les dégager de nos luttes. On va les censurer en étant pour la liberté d'expression. On va les exclure sans faire pureté militante, car leurs positions sont antagonistes aux valeurs que nous défendons. Vous défendez les valeurs, ouais, des valeurs de tolérance et du pluralisme apparemment, parce que pour dégager les gens qui ne pensent pas comme vous, mais c'est-à-dire que il y a zéro pensée de sérieuse en fait. C'est penser avec le cul. La définition de rouge-brun,
la définition de rouge-brun, c'est du flou. Tout le monde peut accuser n'importe qui de rouge-brun. Et on peut accuser des gens qui sont réellement progressistes et de façon conséquente comme rouge-brune. Les gens qui sont progressistes au sens historique du terme seraient qualifiés de rouge-brune très très facilement avec ça. Et au contraire, vous allez juste être les pires idiots des réactionnaires si vous vous basez sur cette définition du rouge-brunisme. Vraiment, j'ai jamais vu de texte aussi stupide. Là, enfin, outre le fait ils parlent de la viande, ils font de l'écriture inclusive, ils sont anti-viande, ils font de l'écriture inclusive, ils vous parlent des LGBTQIA+. Vous voyez bien que c'est pas un milieu très prolétarien qui vous parle, qui a ce genre de discours. Ils font de l'anti-républicanisme, ils associent le républicanisme et le souverainisme et le patriotisme au nationalisme et au fascisme. Ils ont zéro culture politique, zéro nuance. Il n'y a pas de pensée derrière. Il y a juste voilà. C'est ce qu'on appelle la gauche du capital. C'est les gens qui vont dire on va être révolutionnaire, on va abolir les frontières parce que les frontières c'est capitaliste. Et derrière, il y a les patrons qui vont frotter. Super, on peut délocaliser facilement. C'est l'avant-garde de la réaction. Ah oui, sur les questions migratoires, pour choquer tous les gauchistes qui peuvent m'écouter, traditionnellement, la gauche, que ce soit Marx, Jaurès ou Marchais, critiquait l'immigration, non pas pour être méchant avec les immigrés, mais parce qu'ils considéraient qu'il y avait ce qu'on appelle l'armée de réserve industrielle, et donc du coup la masse des chômeurs en plus, qui allait concurrencer les emplois des nationaux, et que le patronat allait utiliser les divisions entre prolétaires immigrés et français pour baisser les salaires, pour exploiter davantage, et il allait monter les uns contre les autres. Évidemment, le discours à avoir est complexe et nuancé sur l'immigration, et il ne s'agit pas de tenir un discours de l'extrême droite sur la question migratoire. Mais la gauche n'a pas à être un truc sur lequel on doit être immigrationniste. Et on ne doit pas être non plus bêtement anti-immigrationniste. Il y a un juste milieu à avoir sur le fait de comprendre les mécaniques humaines derrière. Et il y a les questions d'intégration aussi, suivant les questions, disons, d'intégrisme religieux, d'islamisme, d'insécurité, les réseaux internationaux de trafic de drogue à prendre en compte, qui font que accepter naïvement la question migratoire, c'est certes très mignon sur le sentiment humanitaire, mais ça a des conséquences, en fait. Ça a des conséquences et il faut essayer d'avoir un discours qui soit ni trop anti-migration, parce que ça tombe dans le côté inhumain, ni trop naïf sur le fait de laisser passer, par exemple, des islamistes ou des trafiquants de drogue, ou de laisser le patronat aggraver l'exploitation entre les travailleurs et la concurrence entre les travailleurs. C'est très complexe, ce sujet, à gauche, de tenir un discours cohérent et solide sur l'immigration. Voilà, moi, c'est pas mon cheval de bataille. Moi, si je défends les frontières, c'est pour les questions commerciales en premier lieu. C'est pour qu'on protège notre économie et pour protéger nos agriculteurs, parce que je suis pour l'union des ouvriers et des paysans. Donc, ça passe par le fait de protéger les paysans de la concurrence des produits étrangers. Pas pour être méchant avec les pays étrangers, mais pour faire en sorte que les agriculteurs ne se pendent pas et pour que les ouvriers et les agriculteurs s'unissent dans la lutte. Mais parce que je suis léniniste, donc je suis pour l'union des ouvriers et des paysans. Et que je suis jaurésien aussi, donc je suis aussi pour l'union des ouvriers et des paysans, dans la même optique. Hein. Je sais ce qu'a écrit Jaurès dans Études socialistes, et je connais une bonne partie de la pensée de Jaurès et de Lénine. Je prétends pas être un expert absolu de leur pensée, j'ai encore beaucoup à me former. Mais vous ne pouvez pas dire que Jaurès ou Lénine négligeraient la lutte pour défendre les paysans, enfin la lutte à avoir pour l'unité des ouvriers et paysans. Les deux, que ce soit Jaurès ou Lénine, aucun d'eux ne néglige la paysannerie. Hein. Pour Lénine, il faut unir les ouvriers et les paysans. Pour Jaurès, il faut rallier les paysans à la classe ouvrière dans la lutte contre le capital. C'est la même chose. Hein. Ils ont le même point de vue sur la question. Mais bon, voilà. Enfin, bon, les anards, il n'y a rien de sérieux. C'est des libéraux. C'est des libéraux repeints en mecs d'extrême gauche, en fait. C'est ce que j'appelle l'extrême gauche du capital, les anards.
c'est des petits bourgeois repeints en rouge, enfin repeints en rouge, enfin repeints en truc, en rouge, rose, violet, noir, couleur de l'arc-en-ciel bizarre. Mais c'est des gens ce sont des capitalistes d'extrême gauche, ce sont des libéraux d'extrême gauche. Enfin, c'est des gens qui sont pas d'extrême gauche au sens anticapitaliste du terme, mais qui ont la vocation à se dire je suis révolutionnaire, je suis anticapitaliste, mais c'est purement romantique, c'est purement du sentiment, et il y a pas de pensée intellectuellement bien construite autour. Alors il y a une pensée anard traditionnelle, mais les anards d'aujourd'hui ne l'ont pas, hein, cette pensée-là. Il faut être clair et net précis. T'as ce qu'est l'anarchiste traditionnellement, et c'est quand même des mecs qui posent des bombes contre la bourgeoisie. Et t'as ce qu'est aujourd'hui les anards, c'est-à-dire des mecs complètement déconstruits, avec des crêtes de punk à chien, parfois plus ou moins junkie. Et ça, c'est différent de l'anard du 19e siècle, qui était encore un peu lié au mouvement ouvrier, même si c'était du déviationnisme et que ça menait à rien. Même si c'était une déviation gauchiste déjà, qui menait à un cul-de-sac total. Ben, ils étaient infiniment plus respectables, ces anards du 19e, que les anards d'aujourd'hui, qui sont juste des mecs qui n'ont pas une pensée politique un minimum construit, qui jouent aux rebelles tout en étant soit de lumpen, soit de la petite bourgeoisie. Moi, ma vision de ce qu'on appelle les anarchistes, il y a plusieurs façons de les traiter. Soit on considère que c'est un cas politique et que ce sont que leur activité c'est une activité de contre-révolutionnaire et qu'ils le font plus ou moins consciemment ou alors en tant qu'idiot utiles, mais qu'ils sont carrément une activité de contre-révolutionnaire. Et là, on doit les juger d'un point de vue politique. Soit on considère qu'on doit les juger d'un point de vue pénal, soit parce que ce sont des contre-révolutionnaires qui posent des bombes contre les communistes, ou contre les meetings ou les États des pays communistes, ou parce que ce sont des criminels ou des délinquants qui n'aiment pas la police et qui n'aiment pas l'État parce qu'ils veulent faire des saloperies dans leur coin, comme vendre de la drogue, abuser sexuellement de femmes ou d'enfants ou d'animaux, ou que sais-je encore, ou voler des trucs, ou faire des actes, disons, qui sont de l'ordre de la criminalité, de la délinquance. Parce que vous avez dans les anards des gens qui sont des criminels et des délinquants et qui se donnent une image de révolutionnaire pour couvrir pour se donner une image de contestataire, alors que ce sont juste des gens qui violent la loi pour des intérêts qui n'ont rien d'idéologiquement, disons, qui n'ont rien qui idéologiquement est l'idéal d'une quelconque grandeur en termes de projet de société, de grandeur morale, j'entends. Il y a des gens qui n'ont zéro grandeur morale et qui sont juste des gens qui n'aiment pas la police, qui n'aiment pas l'État, qui n'aiment pas l'autorité parce qu'ils ont fait des conneries ou qu'ils font des conneries. Donc vous avez des cas qui sont de l'ordre de la criminalité parmi eux. Il faut quand même être sérieux. Vous avez des cas qui sont de l'ordre du médical. Alors ça peut être soit des cas psychiatriques, des gens qui sont anards parce qu'ils sont complètement fous et qu'ils n'ont pas le cerveau qui fonctionne, soit des cas qui sont toxicologiques, et du coup qui ne sont pas tant liés à une folie profonde, mais à un raisonnement quelque peu détraqué par l'alcool ou la drogue, ce qui est souvent répandu, semble-t-il, chez les anarchistes. Voilà. Et vous avez le cas de gens qui sont soit, on va dire, soit très naïfs, dans le meilleur des cas, soit, on va dire, qui, d'un point de vue intellectuel, sont, disons, sont des gens qu'on pourrait inviter à un dîner pour rigoler un peu, si vous avez la référence cinématographique. Bon. Mais moi, je ne suis pas Monsieur Brochant. Hein, voilà. Hein, voilà, je ne suis pas Monsieur Brochant pour inviter pour inviter François Pignon à un dîner, si vous voulez. Hein, mais bon, hein, j'ai pas le cynisme d'un Monsieur Brochant
pour inviter un François Pignon à un dîner. Bon, déjà, je dirais que je ne paierai pas un dîner à Nanar. J'ai d'autres choses à faire. Déjà que je roule pas sur l'or, alors voilà, faut éviter de nourrir la réaction. Euh, mais voilà, on pourrait les inviter à un dîner organisé par Monsieur Brochant, auquel il invite Monsieur Pignon, si vous avez la référence cinématographique, parce que je vous conseille ce film de Francis Weber qui s'appelle Le dîner de C. Hein, le dîner de con. Bah, bon, oui, eh bien, oui, il y a des gens qui sont franchement un retard mental ou un retard de maturité psychologique parmi les anards et qui ont soit pas un haut niveau de QI pour avoir une absence de logique telle, soit qui ont la maturité d'un gamin de 5 ans ou alors d'un adolescent de 15-16 ans qui veut se révolter contre papa-maman en fait. Hein, donc voilà, c'est pas un projet politique sérieux l'anarchisme. Il faut quand même bien s'en rendre compte. Ça explique pourquoi nos chers amateurs de liberté individuelle sont pour des libertés comme le changement de sexe, la PMA, la GPA. Liberté, par exemple, il y a certaines libertés sont pour le mariage pour tous. Ce qui est très marrant parce que le mariage, c'est quand même une institution. Ils sont censés être contre les institutions. Certains seraient peut-être censés être pour l'abolition du mariage. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Mais ce qui est marrant, c'est que ils sont très libertaires sur les questions de société, mais sur la question de l'opinion individuelle des gens à ne pas être d'accord avec eux, ils n'ont pas cet état d'esprit de liberté individuelle. Ils l'ont sur le style de vie que les uns et les autres mèneraient, en pensant que tout le monde s'accorderait sur le style de vie, ce qui est faux, puisque l'intégrisme religieux existe, puisque il y a des gens qui ne s'aiment pas voire qui se détestent parmi les gens de ces différentes minorités. Il y a des questions liées au capitalisme ou à la santé publique qui se posent en lien avec les modes de vie. Vous pensez que la légalisation du cannabis, c'est quand même quelque chose qui a des influences sur des questions de santé publique. Mais voilà, c'est des gens qui n'ont pas réfléchi vraiment à ce qu'ils entendaient par liberté individuelle, puisqu'ils veulent censurer, exclure de leur lutte les gens qui ne pensent pas comme eux. Ils veulent rester dans leur petite bulle, leur safe space. C'est cette vision individualiste communautaire qui est ni totalement, qui n'est ni totalement collective, puisque c'est de toute façon des collectifs restreints, et parce qu'elle est dans un individualisme libéral, mais qui n'est pas totalement individualiste dans le sens où quand tu penses par toi-même et que tu ne suis pas leur mode, eh bien, tu es considéré comme un méchant facho. Donc, à partir de là, il y a quand même un petit problème. Donc voilà, on a vu quel était le sens du pluralisme de nos amis libertaires. C'est marrant parce qu'ils rejoignent pas mal les staliniens qu'ils aiment critiquer dans leur absence de capacité à dialoguer, à débattre et à accepter la contradiction. Donc si on arrivait à avoir des gens comme ça au pouvoir, ils aboliraient pas l'État. Enfin, si peut-être qu'ils aboliraient l'État pour mettre des milices à la place qui tabassent sur les gens qui ne pensent pas comme eux. Mais ils mettraient la pire des dictatures à la place. Ils mettraient et ils autoriseraient pas les partis qui pensent pas comme eux. En fait, ils pourraient très bien devenir, s'ils en avaient les moyens, les étatistes et les autoritaires qu'ils critiquent, mais ça pourrait être des Stalines ratés quelque part, ceux qui critiquent les staliniens. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont zéro ouverture d'esprit sur les gens qui pensent pas comme eux. Alors par contre, ils ont zéro capacité à s'organiser, et heureusement parce que, quoique ils s'organisent, mais par la bourgeoisie, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils pullulent dans les mouvements de gauche et dans la social-démocratie, et comme c'est la social-démocratie qui tient le bâton, voilà, c'est ce qu'on appelle la social-démocratie libertaire. Hein, il diffuse un certain état d'esprit qui est délétère et qui est un état d'esprit sectaire. C'est une forme de libéralisme libertaire autoritaire. Tu dois être libertaire, ça sert le libéralisme, mais si tu n'es pas d'accord avec nous, ta gueule, donc je suis autoritaire.
C'est assez marrant, du coup, pour ce coup. Mais l'anticommunisme chez ces gens-là, l'anti-républicanisme, l'antinationalisme, l'anti-patriotisme, le sentiment anti-français, anti-communiste, anti-souverainiste, anti-républicain est très fort. Et ça n'amène à rien politiquement à gauche. Ça ne fait que le jeu de la droite libérale et réactionnaire. Et ces gens-là se plaignent de la montée de l'extrême droite. Mais en même temps, ils ne veulent pas parler aux mecs des classes populaires qui se sont tournés vers l'extrême droite. Ils ne veulent pas parler aux apolitiques ou aux gens délaissés par la politique, comme les gilets jaunes. Comment veulent-ils bâtir quoi que ce soit? Ils veulent rien bâtir, ils ne veulent que détruire. Bon. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, prenez soin de vous. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Bye bye, ciao, prenez soin de vous.